salue le président de l'université, je le félicite ainsi que ses équipes pour l'organisation de ce colloque ainsi que du précédent. Je salue bien sûr mes compagnons de route de la précédente mandature au sein de l'hémicycle de l'Assemblée, mais également au sein de la mission sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, donc Jean-Jacques Urvonas et Dominique Bussereau. Je salue le haut-commissaire de la République, le président du gouvernement, et j'ai des fortes pensées pour que très prochainement il devienne un président de plein exercice et puis un président des affaires courantes. Je ne sais pas si ce sera suffisant. Je salue enfin l'ensemble de celles et ceux qui s'intéressent suffisamment à l'avenir de leur pays pour consacrer un samedi matin par un temps merveilleux pour venir écouter et, le cas échéant, échanger. Je vais d'abord indiquer la perception qui est la mienne, qui est celle de Calédonie Ensemble dans la situation où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui dans une situation à un an de cette échéance. La dernière qu'on a vécue, c'était en 1987. Elle a laissé dans la mémoire collective des traces profondes. À un an de cette échéance, nous sommes dans une situation de double échec. C'est un échec calédonien global, même si, bien sûr, un chemin a été accompli. Cet échec, c'est d'abord celui des indépendantistes. C'est un échec indépendantiste parce que le pari qui a été fait par Jean-Marie Tjibaou en 1988, lorsqu'il a signé les accords de Matignon, il a dit « On va convaincre les autres de construire le pays indépendant de demain, de venir avec nous ». Force est de constater que 30 ans après, les autres, ils ne sont pas convaincus, d'une part, mais que 30 ans après aussi, une partie de la population autochtone du pays, qui s'est urbanisée, qui est désormais intégrée dans les circuits économiques, en tant que salarié, en tant que travailleur indépendant, qu'une partie de la population autochtone du pays, même si elle reste indépendantiste en matière de façon philosophique, n'envisage pas pour autant de voter Kanaki en 2018. Donc c'est un échec indépendantiste. C'est aussi un échec non indépendantiste. C'est notre échec. Jacques Lafleur avait proposé en 2004, lors des élections provinciales, qu'une nouvelle solution consensuelle, à l'instar de celle qu'il avait proposée en 1991 et qui avait donné lieu à l'accord de Nouméa, qu'une nouvelle solution consensuelle se substitue au référendum de sortie de l'accord de Nouméa. C'était en 2004, lors des élections provinciales. Nous avons, les uns et les autres, à des degrés divers, œuvré pour que cette solution consensuelle puisse voir le jour, mais nous n'avons pas réussi à convaincre les indépendantistes que la Nouvelle-Calédonie pouvait continuer à s'émanciper, à s'épanouir au sein de la République. Donc voilà le point où nous en sommes rendus à 11 mois de ce référendum. 30 ans après, la question de la souveraineté française sur la terre calédonienne se pose toujours avec la même acuité. Pour les uns, elle est subie. Pour les autres, elle les protège. Et nous ne sommes pas sortis de cette dichotomie-là. Second constat, le référendum, on en connaît le résultat. Ça a été dit, on peut le répéter. Il y a 158 000 aujourd'hui Calédoniens qui sont inscrits sur la liste référendaire. Pour 70 000 d'entre eux, ils sont de statut civil coutumier. Pour 88 000 d'entre eux, de statut civil de droit commun. Si on rajoute les 11 000 qui ont vocation, au terme du dernier comité des signataires, à être inscrits d'office, nous arriverons donc à un total de 169 000 Calédoniens inscrits, dont 77 000 de statut civil coutumier et 92 000 de statut civil de droit commun. On aura compris à la lumière de ces chiffres qu'en aucune manière Kanaki peut être au rendez-vous du lendemain du référendum. Nous sommes donc à un stade qui pose une question plus profonde. Pierre l'a dit tout à l'heure dans son discours. C'est le geste qu'a fait le peuple autochtone il y a maintenant plus de 30 ans. A-t-il vocation à être révisé? C'est ça le vrai sujet aujourd'hui. Parce qu'en réalité, la population intéressée pour décider de l'avenir du pays, telle qu'elle avait été envisagée au début de la revendication indépendantiste, c'est la population kanak. Ce sont les Kanaks du pays qui avaient vocation à décider si oui ou non le pays devait accéder à l'indépendance. La première ouverture, c'est celle de Naville-les-Roches en 1983, je la rappelle, les victimes de l'histoire. Yewene, à l'époque porte-parole du Front indépendantiste, les avait définis. C'était celles et ceux qui sont nés en Nouvelle-Calédonie et dont l'un des deux parents est né en Nouvelle-Calédonie. C'est la première porte qui avait été ouverte par les indépendantistes sur l'exercice du droit à l'autodétermination. Et enfin, il y a une ultime porte, c'est celle de 88 de Jean-Marie Tjibaou, qui dit « Tous ceux qui sont là, s'ils ont une résidence continue pendant les 10 années qui viennent, pourront voter en 1998 lors du référendum sur l'indépendance et donc participer à l'exercice du droit à l'autodétermination. » C'est cet abandon par le peuple kanak de son pouvoir souverain, entre guillemets, lié au fait que c'est le peuple autochtone du pays, sur son avenir, qui a été fort bien dit par Nidosh Neslin,
lorsque l'avant-projet de loi organique a été examiné par le Congrès, le 12 novembre 1998, il a dit la chose suivante: « Les accords de Matignon, je cite, comme ceux de Nouméa, signifient l'abandon d'un grand rêve, le rêve kanak, le rêve d'un pays à nous tout seuls. Nous avons choisi de partager ce pays avec tous les citoyens de ce pays. Nous l'avons choisi et nous assumerons ce choix. » C'est cette évolution que nous avons accomplie, celle du rêve kanak vers un rêve calédonien. C'est ces 35 dernières années, depuis Nainville-les-Roches et les accords de Matignon, le chemin que nous avons accompli ensemble. Sauf que ce chemin, aujourd'hui, il est en train d'être remis en cause de manière radicale. Alors, ce sont des propos d'estrade. Cela étant, dans l'histoire de notre pays, il faut se méfier des propos d'estrade parce qu'ils laissent des traces. Ils laissent des traces. Ces propos d'estrade, ce sont ceux qu'a tenus Daniel Goa lors du dernier congrès de l'Union calédonienne. On ne s'est pas concerté avec Pierre, donc on cite les mêmes mecs. Au lendemain de novembre 2018, je le cite, « Rien ne sera plus pareil, les indépendantistes ne seront plus liés par leurs paroles, nous ouvrirons ainsi des négociations bilatérales et il y aura très clairement le peuple premier d'un côté et la puissance administrante de l'autre. » C'est pas rien, cette déclaration, elle renverse purement et simplement la table, elle nous ramène à la revendication d'origine, celle des années 80, celle du peuple indépendantiste. Elle nous ramène à la revendication d'avant Nainville-des-Roches. C'est pour ça que, comme on voit quelque part se dessiner un petit peu l'idée de faire table rase de tout ce que nous avons accompli ensemble, nous avons proposé, au titre de notre mouvement, qu'une déclaration sur notre patrimoine commun, une déclaration solennelle sur notre patrimoine commun puisse être effectuée par les indépendantistes et les non-indépendantistes avant le référendum, de façon à ce que, comme l'a dit Le Monde dans un article récent, nous évitions un grand bond en arrière à l'occasion de ce référendum. Ce grand bond en arrière, c'est oublier le rêve calédonien et repartir à la base sur le rêve kanak. Cette déclaration, elle devrait poser les fondations de notre organisation politique et de notre fonctionnement institutionnel, indépendamment du résultat de la consultation. C'est dire la difficulté de l'exercice. C'est donc un éclairage commun sur lequel nous devons nous engager, indépendantistes et non indépendantistes, sur le jour d'après la consultation, quel que soit le résultat de cette consultation. Cet éclairage commun, il devrait d'abord, bien sûr, concerner le droit à l'autodétermination, qui, dans l'hypothèse où l'indépendance, on l'a vu, c'est probable, ne soit pas au rendez-vous, continuera à s'exercer, c'est-à-dire le droit du peuple calédonien, peuple souverain sur son destin. Ce patrimoine commun, ce sont nos valeurs chrétiennes, de la République, les valeurs kanak et océaniennes qui se sont mêlées et qui font des valeurs calédoniennes, quelque part des valeurs endémiques à notre pays. Ce patrimoine commun, c'est notre histoire, ces mémoires déchirées, heurtées, qui, au fil du temps, sont tissées entre elles les fils du dialogue et deviennent progressivement une mémoire commune, celle du pays. Notre patrimoine commun, ce sont nos institutions. J'ai lu le projet du FLNKS, personne ne remet en cause les communes, les provinces, le gouvernement, le Congrès, le Sénat coutumier, les conseils d'air. Il y a des ajustements, bien sûr, qui sont nécessaires, mais rien de fondamental. Ces valeurs communes, c'est aussi notre citoyenneté. J'ai lu là aussi le projet du FLNKS. Pour eux, les citoyens deviennent les nationaux du pays, mais cette citoyenneté ou cette nationalité recouvre les mêmes droits et les mêmes devoirs. Certes, d'un côté, on a un État souverain avec des nationaux, et de l'autre, une Nouvelle-Calédonie au sein de la République avec sa citoyenneté. Mais pour autant, la réalité derrière les mots, c'est bien une réalité identique en termes de devoirs et de droits. Dans ce patrimoine commun, on a enfin notre rapport au foncier et au nickel, essentiel. Toutes les évolutions politiques de ces 40 dernières années ont concerné le rapport à la terre et le rapport au nickel. Il faut donc, dans ce patrimoine commun, mettre le consensus auquel nous devons arriver sur ces sujets-là. Dans ce patrimoine commun, il y a aussi quelques grands principes qu'il ne faut pas oublier. Ils nous permettent d'être là aujourd'hui à faire un colloque sur le sujet. Le partage des responsabilités entre les sensibilités du pays, partage à la fois géographique, mais aussi partage dans toutes les institutions, y compris dans l'exécutif du pays. Le rééquilibrage géographique, financier, économique, social, qui est la matrice première qui favorise l'émergence progressive d'un peuple calédonien. Dans les grands principes, nous avons bien sûr aussi la prise en compte de l'identité kanak et la reconnaissance symétrique de la légitimité des autres collectivités. Et puis enfin,
Dans les grands principes, nous avons le respect des convictions de chacun, c'est fondamental, c'est à partir de là, c'est la matrice première, le respect des convictions de chacun, sur la base duquel l'art du consensus océanien, qui nous a permis d'arriver là où on est, au travers des accords de Matignon et de Nouméa, a pu s'exercer. Mais cette déclaration commune, nous devons également, ce patrimoine commun, nous devons également le compléter. Nous devons le compléter avec ce qu'on appelle des souverainetés utiles. Ça ne veut pas dire que les autres sont inutiles, mais il y a des souverainetés utiles. Souveraineté économique de notre pays, indispensable si on veut sortir d'une part de la dépendance extérieure, notamment des transferts financiers de l'État, qui restent fortes, et d'autre part de la mono-industrie du nickel. Souveraineté alimentaire, première des souverainetés, nourrir son peuple est aujourd'hui, au sein du XXIe siècle, qui s'ouvre probablement la question qui revêt la plus grande acuité. Et puis enfin, souveraineté énergétique, comment faire en sorte que l'énergie soit produite par notre soleil, par notre eau, par notre vent, plutôt que par les matières fossiles importées. Ces souverainetés-là doivent pouvoir faire partie du patrimoine commun. Ce patrimoine commun, si on veut que chacun autour de la table puisse y trouver sa part, nous devons l'élargir. Et nous devons l'élargir à tout ce qui n'a pas été mis en œuvre dans l'accord de Nouméa. On se trouve encore dans une situation pour le moins curieuse où on va décider si le pays est indépendant ou pas, sans pour autant que tout l'accord ait été mis en œuvre. Je pense bien sûr au transfert de la DRAF, je pense aux compétences de l'article 27, je pense enfin aux signes identitaires, drapeau du pays et nom du pays. Dans le patrimoine commun, nous devons mettre notre volonté de trouver un consensus de façon à ce que l'accord de Nouméa soit finalisé dans toutes ses dimensions. Je crois que c'est possible si chacun agit en responsabilité. Dans ce patrimoine commun, on doit également réfléchir à quelle émancipation serait utile aujourd'hui pour notre pays, non pas de manière idéologique, mais de manière pratique. Je crois que nous devrions être associés à l'exercice des compétences régaliennes sur certains niveaux qui ont été déterminés par les experts et qui me semblent utiles. Lorsque, par exemple, au niveau de la justice, monsieur le garde des Sceaux, nous avons des assesseurs coutumiers à la juridiction civile, pourquoi ne pas réfléchir à la prise en compte de la particularité de notre pays par des assesseurs coutumiers à la juridiction pénale? En matière monétaire et de crédit, pourquoi ne pas faire d'Institut d'émission d'outre-mer une petite banque centrale adossée à la Banque de France, qui est tout à fait faisable et qui nous permettrait d'avoir notre mot à dire en matière de politique monétaire et de crédit? En matière d'ordre public, aujourd'hui, le haut-commissaire se contente d'informer le président du gouvernement. Lorsqu'un certain nombre d'actions sont engagées, pourquoi pas envisager un dispositif de codécision? En ce qui concerne la défense, pourquoi ne pas davantage associer la Nouvelle-Calédonie à l'ensemble des manœuvres effectuées par l'armée française dans la région? En clair, dans quelle mesure pourrions-nous être davantage associés à l'exercice de compétences qui relèvent de l'État, mais qui peuvent avoir leur pertinence si nous avons notre mot à dire? Et de manière plus générale, sur l'ensemble des compétences régaliennes, je crois qu'on doit pouvoir également calédoniser les administrations régaliennes. C'est aussi une manière de se les approprier. Au bout du compte, une fois que nous aurons progressé dans le cadre de ce patrimoine commun, une question se posera, c'est notre capacité à nous auto-organiser. Et je crois que cette capacité à nous auto-organiser, c'est-à-dire disposer de la compétence, elle peut exercer dans les deux hypothèses de sortie de l'accord de Nouméa, qu'il s'agisse d'un État souverain ou qu'il s'agisse d'une Nouvelle-Calédonie au sein de la République. Cette capacité à nous auto-organiser, c'est-à-dire à arrêter l'organisation politique et institutionnelle du pays au sein de la République, si un pouvoir législatif organique nous est conféré, c'est notre Congrès qui pourrait s'y livrer. Et bien sûr, dans le cadre d'un État souverain, cette capacité à nous auto-organiser relèverait du pouvoir constitutionnel du nouvel État. Mais ça peut faire partie de notre patrimoine commun comme saut nouveau dans le cadre de l'émancipation de notre pays. Bien sûr, ce qui n'en fera pas partie, c'est le siège à l'ONU. C'est l'ultime expression de la souveraineté pleine et entière en droit international. Mais bien évidemment, le siège à l'ONU nécessite, dans ce cas-là, qu'une majorité de Calédoniens se prononce à l'occasion du référendum sur cette souveraineté pleine et entière. Il ne pourra donc, bien sûr, pas faire partie de ce patrimoine commun. Ce patrimoine commun, si nous le proclamons, il nous permettra de poursuivre le rêve calédonien et non pas de retourner de manière régressive vers le rêve premier du peuple autochtone, qui était le rêve kanak. Poursuivre le rêve calédonien dans le respect des convictions de chacun. C'est parce que nous aurons su affirmer aux Calédoniens nos convergences sur notre patrimoine commun avant le référendum
que nous pourrons plus sereinement assumer nos ultimes divergences lors de la consultation elle-même. C'est aussi, et c'est important, parce que nous aurons su nourrir le dialogue sur ce patrimoine commun avant le référendum, que nous aurons la capacité à le reprendre après le référendum, ce qui ne sera pas une mince affaire. Si nous faisons collectivement cet effort, et je conclus, pour esquisser cette organisation politique et institutionnelle avec laquelle nous aurions rendez-vous au lendemain de la consultation, quel qu'elle soit le résultat, alors nous pourrions peut-être dire, comme Pierre Ngaïoni, que je salue puisqu'il est dans la salle, indépendance, pas indépendance, le lendemain du vote, le soleil se lèvera et poursuivra son périple, Kanaki ou pas Kanaki, nous serons là encore à nous dire bonjour et bonsoir, toi qui as voté contre et moi qui ai voté pour. Merci. Pourquoi, au lieu de préparer la continuité de la colonisation, même si c'est dans les confins de l'autonomie, même si c'est en investissant les compétences régaliennes, donc pourquoi ne pas préparer la souveraineté, tout simplement, hein, de la préparer par une conférence océanienne, comme a demandé un intervenant, là, je crois que c'est Pierre Frogier, comme aussi Philippe Gomez, il a développé tout ce qui pourrait être fait depuis une banque centrale jusqu'à partager les compétences régaliennes davantage. Donc on peut préparer la souveraineté tous ensemble. Donc quelle est votre question, monsieur? Ma question, c'est celle-là. Pourquoi ne la prépare-t-il pas? Voilà la question. C'est super bien de dire ça comme ça et je te remercie de le faire. Pourquoi on ne se met pas autour de la table pour dire bon, on va devenir souverain et puis on se met d'accord sur les formes de cette souveraineté et on construit ensemble un État indépendant. Pourquoi? Parce que le rapport à la souveraineté dans notre pays, des Calédoniens, est un rapport fondamentalement différent. Les indépendantistes, aujourd'hui, considèrent qu'ils subissent la souveraineté française sur la terre du pays. Quant aux non-indépendantistes, majoritairement, ils considèrent que cette souveraineté française les protège. Et on est dans ce rapport qui est structurellement différent. Ce rapport, ce n'est pas nous qui le construisons. Ce rapport, il est le résultat de ces 35 dernières années de l'histoire. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas progressé sur le chemin, je dirais, d'un certain nationalisme calédonien, d'une affirmation identitaire plus forte, d'une capacité à nous gouverner nous-mêmes. Pour autant, le rapport définitif ultime à la souveraineté ultime, parce qu'on se gouverne nous-mêmes, la souveraineté interne, on l'exerce déjà en totalité. La question, elle se pose sur la souveraineté externe. Ben pour autant, on n'est pas apte à franchir ce pas. Et je dirais même mieux, ce pas ne peut être franchi que dans le cadre de l'esprit qui a été celui de Jean-Marie Tjibaou. Autrement, il n'a pas de sens, ce pas. Ça ne peut pas être 52% de la population qui sont pour l'indépendance et 48% qui sont contre. Ça n'aurait strictement aucun sens et ce serait probablement d'ailleurs un pas vers des difficultés en termes d'ordre public en interne. Le pas vers l'indépendance, tel que Jean-Marie Tjibaou l'a conçu, c'est un pas où on convainc les autres de venir avec nous. Et donc où 2 Calédoniens sur 3 partagent l'idée d'une souveraineté pleine et entière. On comprend bien aujourd'hui qu'on est très loin de cette perspective-là. Je rappelle d'ailleurs que dans un certain nombre de pays, je pense à Palau, pour accéder à l'indépendance, il était nécessaire d'avoir une majorité des 2/3 de la population. Ce qui me semble, dans le principe, une excellente chose, c'est-à-dire, bien sûr, ça ne peut pas être l'histoire d'une minorité contre une majorité ou vice-versa. Ça doit être la volonté de tout un peuple. Et aujourd'hui, force est de constater très largement que cette volonté est loin d'être au rendez-vous. Donc l'indépendance, si un jour cette Nouvelle-Calédonie que nous connaissons accède à cette souveraineté pleine et entière, elle aura eu du sens parce que tout un peuple aura voulu effectivement franchir cet ultime pas qui lui permettrait d'exister sur la scène internationale et de porter sa voix à l'ONU. On en est très, très, très loin aujourd'hui. Moi, la question que je me pose surtout, au-delà de l'avenir, enfin surtout l'avenir et le présent actuel, c'est comment vous, les politiques, que ce soit indépendantistes ou loyalistes, comment allez-vous résorber les inégalités sociales qui sont criantes aujourd'hui et aussi réduire la fracture qu'il y a entre vous et, on va dire, la société civile. Moi, je vous pose la question, comment vous allez réduire, qu'on soit indépendant ou pas indépendant,
comment allez-vous réduire les inégalités sociales aujourd'hui, qui sont criantes, et on voit tous les gens à l'extérieur. C'est assez violent et c'est une image qui est frappante pour nous. Voilà ma question. D'autres ? Sur les inégalités sociales, c'est bien sûr pour notre pays un élément handicapant dans le cadre du peuple calédonien qui est en train de se construire. Tant que chaque Calédonien et chaque Calédonienne, indépendamment de son ethnie, indépendamment de sa zone géographique de résidence, n'aura pas les mêmes chances d'insertion dans notre société, de construire son projet de vie, le projet de vie pouvant être tout simplement aussi de rester à la tribu. Le projet de vie peut prendre différentes dimensions dans notre monde. On aura des difficultés à construire ce peuple calédonien. On a fait un certain nombre de choses ces 30 dernières années. J'ai toujours l'impression que quand on parle, on a l'impression que finalement, ces 30 dernières années, on est resté statique et que rien, nulle part, n'a progressé. Tout n'est pas parfait. Pour autant, des progrès considérables ont été accomplis. On dit qu'un pays civilisé, c'est un pays qui sait prendre en charge les plus fragiles au sein de son peuple. Les anciens, les enfants, les femmes, les handicapés. Et je crois que la Nouvelle-Calédonie, sur ce chemin-là, au cours des 15 dernières années, a accompli un parcours considérable. Des dispositifs qui aujourd'hui permettent à ceux qui ont le moins de s'insérer dans la société ont été créés. Ils pèsent d'ailleurs sur les finances publiques ou les finances sociales. C'est aussi bien les allocations logement pour permettre à 8000 familles aujourd'hui dans notre pays de payer leur loyer. Ce n'était pas le cas il y a moins de 10 ans. Le minimum vieillesse et le minimum retraite. On parlait beaucoup des anciens, mais les anciens, ils crevaient dans leur coin avec 37 000 francs CFP en tout et pour tout qui leur étaient versés par les provinces. Aujourd'hui, les anciens dans notre pays, en fonction de leur situation, s'ils ont été déclarés ou pas à la CAFAT, ont un minimum vieillesse et un minimum retraite qui est aussi entre 85 000 et 140 000 francs CFP. Certes, ce n'est pas Byzance, mais c'est une prise en considération qui n'existait pas avant. Les allocations familiales de solidarité, je rappelle qu'avant, quand une famille, personne ne travaillait, à partir de ce moment-là, aucune allocation n'était versée aux enfants. Désormais, on a 17 000 enfants qui bénéficient des allocations familiales de solidarité. Et je pourrais citer beaucoup d'autres régimes, je pense notamment au régime handicap. 7 milliards aujourd'hui sont consacrés au régime handicap dans notre pays. 7 milliards de francs CFP qui bénéficient à 6 500 handicapés. Donc, ok, tout ça, c'est pas suffisant, c'est pas assez, il reste encore beaucoup d'inégalités. Mais il y a 20 ans de ça, la société calédonienne, elle avait à l'égard de ses plus fragiles un positionnement qui ne leur tendait pas la main. Aujourd'hui, cette main a commencé à être tendue et un certain nombre d'inégalités ont été réduites. Pour autant, on reste dans un pays où si le PIB par habitant est aujourd'hui supérieur à la moyenne du PIB de la France des régions, si cette donnée est une donnée objective, pour autant il est clair que ce qu'on appelle l'indice de Gini, qui calcule les écarts entre les revenus d'une population sur un même territoire, cet indice-là nous ramène plutôt à la situation du Mexique ou du Bangladesh. C'est-à-dire qu'on a encore, malgré les efforts qui ont été accomplis, de grandes disparités entre Calédoniens. Il va nous falloir poursuivre le chemin vers une plus grande reconnaissance des uns et des autres et une plus grande prise en considération des populations qui ne sont pas insérées. J'ai beaucoup de mal chaque fois, parce que je sais que ça revient régulièrement, qu'on puisse considérer qu'au total, la classe politique indépendantiste et non indépendantiste a été statique sur ces sujets-là. Le salaire minimum était à 78 000 en 1999. Il a doublé depuis 1999, c'est-à-dire en 18 ans. Le coût de la vie n'a pas doublé en 18 ans. Donc des efforts ont été effectués. Après, il faut que les efforts puissent aller aussi au rythme de la capacité contributive des Calédoniens, des entreprises et des salariés à les accepter, à les supporter. Autrement, à partir de ce moment-là, on entrave de manière puissante le développement économique, ce qui est contre-productif. Donc je crois que ce chemin a été engagé, il faudra qu'il soit poursuivi. Il y a une question qui est la suivante, c'est est-ce que le fait de devenir un État associé, avec transfert de certaines compétences lourdes, comme par exemple la défense, ne risquerait pas d'accroître la dépendance de la Nouvelle-Calédonie vis-à-vis de la France ? La perception que moi j'ai au bout d'un certain nombre d'années de pratique politique et d'échanges avec
le FLNKS, les leaders indépendantistes. Et comme c'est des échanges qui ont lieu depuis 30 ans, c'est très stable. La représentation indépendantiste, au total, ce sont les mêmes personnes avec lesquelles on nourrit un dialogue. La souveraineté, c'est un dogme. La question, c'est pas qu'est-ce que je vais en faire au total. Moi, ce que je remarque, c'est que des compétences considérables ont, par exemple, été données aux provinces dans le cadre de leur capacité à nouer des relations avec les pays ou les provinces de la région, au Vanuatu ou ailleurs. Et qu'au total, les provinces, depuis qu'elles ont été créées, elles n'ont quasiment pas utilisé les pouvoirs qui leur ont été conférés. Quasiment pas. Alors qu'elles auraient pu avoir une appétence pour montrer cette souveraineté qui leur avait été donnée pour passer des conventions, des traités ou d'autres choses dans les domaines de leurs compétences, bien sûr, avec les collectivités de la région. Même chose dans les matières transférées. C'est frappant. Les matières transférées, au total, depuis les transferts automatiques de 2000 jusqu'au dernier que nous avons effectué, enseignement, circulation maritime et aérienne, sécurité civile et d'autres encore, au total, notre capacité à faire dans ces compétences transférées, elle n'est pas inexistante. On le voit par exemple pour le projet éducatif, mais Jean-Jacques Urvoas disait la moitié des lois qui ont été adoptées sont des lois en matière fiscale. Et la matière fiscale, ce n'est pas une matière transférée, c'est une matière qu'on exerce depuis un siècle. Sauf que désormais, elle est exercée dans le cadre d'un vecteur législatif, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc, la capacité à faire n'est pas véritablement au cœur de la demande de souveraineté. C'est la capacité à dire si je veux, je peux faire. Si je veux, je peux faire parce que je suis souverain. Et en réalité, c'est pour ça que toutes les mécaniques institutionnelles et politiques, quelles qu'elles soient, aussi ingénieuses soient-elles, aussi intelligentes soient-elles, elles se heurtent à un moment donné à ça. C'est-à-dire la volonté d'une partie de la population, principalement la population autochtone, représentée par ses leaders au sein ou à l'extérieur d'ailleurs du FLNKS, de dire je veux être souverain parce que je veux avoir la capacité à faire. On a eu une illustration ultime de cette valeur de symbole de la souveraineté qui s'impose dans le débat politique et qui l'écrase au total, qui rend peut-être l'explication pourquoi aujourd'hui ils ne sont pas là. C'est quand même extraordinaire. Les indépendantistes ne sont pas là à l'occasion de ce colloque. C'est l'histoire de la seconde de souveraineté. Finalement, donne-moi ma souveraineté une seconde. Voilà, tu me la restitues, hein, parce que tu me l'as prise en 1853, tu me l'as volée cette souveraineté, je ne t'ai pas donné mon consentement pour cette souveraineté. Tu as occupé mon pays, rends-moi ma souveraineté, redonne-la à moi une seconde, et je te la rends. Et je te la rends tout de suite, dans la seconde qui suit. Et on passera ainsi d'une souveraineté française subie à une souveraineté française consentie. On passera ainsi d'un territoire de la République à un État associé ou un territoire en libre association avec la France, peu importe les mots. Mais c'est pour dire à quel point la puissance du symbole est aujourd'hui écrasante dans le débat politique, parce que pour les raisons que j'ai indiquées, développées dans mon intervention et dans ma réponse à la précédente question, cette seconde de souveraineté aujourd'hui, même si elle est techniquement possible, et même si finalement, comme dans le Guépard, il faut que tout change pour que rien ne change, soit le peuple calédonien, dans sa diversité, n'en veut pas. Et tant qu'on n'aura pas réussi à avoir un peuple calédonien qui souhaite s'inscrire dans cette perspective-là, on en restera au stade où on en est aujourd'hui. La question, c'est quelle est votre vision, si on revient dans le sujet du colloque, quelle est votre vision peut-être de la place des autorités coutumières dans le futur de l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, si je résume bien, M. Mapou? Plusieurs observations en vrac sur le sujet important qu'a abordé Raphaël, parce qu'il agite le monde kanak, il agite le monde politique kanak aussi, pas que le monde coutumier kanak, le monde politique kanak, et par définition, il agite au bout du compte la société calédonienne. Aujourd'hui, pour moi, parler de kanak de manière unique, c'est ne pas appréhender au-delà de ce qui rassemble bien sûr le peuple autochtone, son statut, sa terre, son histoire, sa civilisation millénaire. Au-delà de ça, il y a aujourd'hui dans notre pays l'évolution liée à 30 années. Cette évolution, elle s'est traduite par deux choses fondamentales. La première chose, c'est l'urbanisation kanak, où on est passé
d'un monde où 15% des Kanaks étaient urbanisés au moment de la signature des accords de Matignon, et aujourd'hui on est à plus de 40% de la population kanak urbanisée. Et cette urbanisation kanak crée bien sûr un rapport au monde, non pas qui change, mais qui évolue. Parce que le kanak dans la ville, ce n'est pas le kanak dans la tribu. Et que bien évidemment, l'existence de l'individu est beaucoup plus forte dans l'espace urbain qu'elle n'est dans l'espace tribal. Et donc il y a un kanak en mutation pour celles et ceux qui sont aujourd'hui intégrés dans notre économie et qui habitent dans les villes, je dirais même d'ailleurs les villes du sud de la Nouvelle-Calédonie, mais également le pôle urbain qui commence à se construire sur Koné et qui accueille des Kanaks de tout le pays, des Kanaks des îles comme des Kanaks de la côte Est et des Kanaks du sud. Donc ça c'est le premier élément que je veux dire aujourd'hui, parler un Kanak, comme s'il y avait un modèle uniforme, parce qu'il y a une civilisation qui est la même, ça ne me semble pas prendre en compte la réalité véritable humaine de notre pays aujourd'hui. La deuxième chose que je veux indiquer, c'est que l'émergence du peuple calédonien est aujourd'hui freinée de manière puissante par le centre de gravité culturelle kanak. Le centre de gravité culturelle, il tient sur plusieurs choses, mais il tient notamment sur un statut civil, le statut civil coutumier, qui fait qu'il y a deux catégories de Calédoniens, deux catégories de citoyens dans notre pays, les Kanaks et les non-Kanaks. Et puis, ce centre de gravité culturelle qui tient aussi au régime des terres, les terres coutumières, des terres qui sont liées à l'histoire d'un clan, d'une tribu, d'une famille. Et donc ce centre de gravité culturelle puissant de la civilisation kanak, par le fait même qu'il est là où il est aujourd'hui, est une entrave à l'émergence d'un peuple calédonien. Et donc la question aujourd'hui, d'ailleurs Pierre Frogier en a parlé dans son intervention, elle était pertinente, et sur le statut civil, est-ce qu'on n'a pas intérêt aussi, c'est un champ immense, mais à réfléchir sur une convergence entre Calédoniens indépendamment de notre ethnie sur un statut civil commun. Comment y parvenir? Quels équilibres trouver? Mais si on veut parler de peuple calédonien à un moment, on devra également affronter ces questions-là. Et puis enfin, dernière chose, la production du Sénat coutumier. C'est vrai que le Sénat coutumier a mené un certain nombre d'actions, réfléchi sur un certain nombre de sujets, fait un certain nombre de propositions. Moi, ce que je constate, c'est que dans le monde politique indépendantiste, elles n'ont pas été reprises. C'est-à-dire que les premiers représentants, entre guillemets, du peuple kanak, ou du moins qui se présentent comme tels, ont toujours répugné à reprendre tout ou partie des productions du Sénat coutumier. Ce qui traduit bien aussi la différence entre le monde politique et le monde coutumier, et au sein même du monde politique, la différence entre l'Union calédonienne et le Palika, où il est clair que le rapport à la coutume, le rapport aux institutions coutumières n'est pas analysé de la même manière, où d'un côté, parfois, on touille un peu tout, politique, coutume et d'autres choses, et par contre, d'un autre côté, on refuse de mélanger, chacun devant rester dans sa sphère. Donc, c'est une vraie problématique. Quelle place pour la civilisation autochtone, au sens coutumier du terme, dans notre pays, et comment l'intégrer dans cette société calédonienne plurielle qu'on essaye en même temps de constituer? C'est pas simple, mais c'est des vraies questions et des vrais sujets. Donc c'est la première question en fait pour moi, c'est comment ça se fait qu'aujourd'hui, effectivement on parle de palabres, on parle de consensus, etc. Et tout, on n'est pas déjà pu travailler là-dessus, et comment ça se fait que les partis politiques les personnes élues en place aujourd'hui ne travaillent pas d'une manière plus consensuelle, qu'elles soient indépendantistes ou non indépendantistes, pour aider dans un cas comme dans l'autre à définir un modèle de société. Oui, la situation est pour un chef d'entreprise d'une entreprise importante en ce qui concerne le rapport au référendum, et je le vois bien dans les discussions que j'ai. À partir d'une certaine importance d'entreprise, la question, c'est moins celle de l'indépendance ou pas l'indépendance que celle de la stabilité du pays et de la capacité à se projeter. Je sais que c'est un peu iconoclaste ce que je dis là, parce que ça sort des schémas habituellement répétés, réitérés de manière constante. Mais comme une multinationale, quand elle s'installe dans un pays, ce qu'elle souhaite, c'est assurer la stabilité institutionnelle et le maintien de l'ordre. Voilà, qu'elle puisse travailler correctement dans ce pays-là. Et en réalité, à un certain niveau, aujourd'hui, les chefs d'entreprise dans notre pays, qui d'ailleurs, quand on est chef d'entreprise en Nouvelle-Calédonie, à un certain niveau, on est aussi citoyen du monde. Et on développe ses courants d'affaires un petit peu partout dans la zone et le cas échéant ailleurs. Donc c'est comme ça que les choses se construisent. Et c'est vrai qu'on est aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, chez les indépendantistes comme chez les non-indépendantistes, dans une incapacité à se projeter collectivement. On se projette chacun dans notre couloir.
Donc j'ai raconté ce matin un certain nombre de choses, Pierre Frogier aussi, même si on n'utilise pas les mêmes mots, l'esprit qui nous anime est à peu près équivalent. D'autres sont intervenus tout au long de la matinée, mais on est chacun dans notre couloir, et les indépendantistes aussi sont dans leur couloir. La thématique exprimée par le PALICA et celle exprimée par l'UC quant au modèle de société du lendemain du référendum, ce ne sont pas les mêmes aujourd'hui, même s'ils ont produit un document qui est censé rassembler leurs idées et indiquer leur tronc commun. Et en réalité, on est à 11 mois du référendum, chacun dans son couloir, avec une ligne d'arrivée qui est là. Comment on arrive, comme dans un 800 mètres, au bout de la dernière ligne droite, là, à se mettre en file pour essayer de construire ce modèle commun. La proposition que j'ai faite, mais ça n'est que la mienne, c'est celle qui est dans mon couloir et dont j'espère qu'elle va traverser les couloirs pour devenir une proposition commune, chacun ayant vocation à apporter sa pierre, sa réflexion, sa proposition, sa part d'âme également. C'est qu'on essaye de bâtir ce patrimoine commun. Ce patrimoine commun politique, économique, social que j'ai indiqué, c'est quelque chose qu'on doit trouver en termes de projet de société au lendemain du référendum. Et c'est quelque chose qui nous rassemble. On ne va pas se rassembler pour l'indépendance et on ne va pas se rassembler contre l'indépendance. C'est terminé, la messe est dite. On avait 20 ans pour le cas échéant converger. Pour les raisons qui ont été indiquées, ça n'a pas été possible. Donc désormais, on doit affronter cet obstacle. Le patrimoine commun, c'est-à-dire la capacité à dire on a le lendemain un filet de sécurité pour que les Calédoniens, quel que soit ce qu'ils aient voté, comme l'a dit Pierre Ngaïoni, puissent dire bonjour et bonsoir, toi qui avais été pour et moi qui ai voté contre. C'est ça l'idée de ce projet de société pour le lendemain. Et même s'il ne répond pas totalement à ta question, à tes préoccupations, c'est en réalité la société calédonienne d'aujourd'hui qui est comme ça. Les représentants politiques du pays ne sont que les représentants des différents courants de pensée qui animent notre société et qui, le cas échéant, parfois se conjuguent et parfois s'opposent.